Les montagnes gardent leurs secrets, mais parfois, elles les révèlent quand on s'y attend le moins. Était un matin de printemps 2022, l'air encore vif dans les hauteurs du parc national des Écrins, quand un groupe d'étudiants en géologie de l'université de Grenoble découvrit ce qui allait bouleverser l'existence d'une famille entière. Margot Delacroix, 22 ans, cheveux châtains retenus par un foulard coloré, s'agenouillait près d'un amoncellement de pierres grises. Quelque chose d'anormal avait attiré son regard des étudiantes minutieuses. Ces roches ne semblaient pas disposées naturellement, trop alignées, trop intentionnelles pour être le simple résultat de l'érosion alpine. « Professeur Garnier, venez voir ceci », appela-t-elle d'une voix où perçait une curiosité mêlée d'inquiétude. Le vieil homme s'approcha, ses bottes crissant sur la terre sèche. Autour d'eux, ces étudiants continuaient leur relevé topographique. Inconscient que cette matinée banale allait basculer dans l'extraordinaire, Margot avait commencé à déplacer les pierres avec précaution, révélant peu à peu une forme rectangulaire sombre, partiellement ensevelie. Une mochila, usée mais étonnamment bien conservée, protégée par le climat sec de la montagne. Sur l'étiquette intérieure, brodée avec le soin d'une mère attentionnée, un nom qui allait résonner comme un écho douloureux, Camille Dubois, à Paris, dans un appartement du 11e arrondissement où la lumière filtrait paresseusement à travers des rideaux tirés, Julien Dubois terminait sa 3e tasse de café de la matinée. À 34 ans, ce professeur de littérature au regard fatigué portait sur ses épaules le poids de 8 années d'interrogation. 8 années depuis que sa sœur cadette avait disparu dans les Alpes, laissant derrière elle un vide que rien n'avait jamais pu combler. L'appartement portait encore les traces de Camille. Sa photographie sur le manteau de la cheminée, un sourire radieux au sommet du Mont Blanc, les cheveux blonds ébouriffés par le vent, les yeux pétillants de cette passion dévorante qu'elle nourrissait pour la montagne. Julien évitait généralement ce coin du salon, mais ce matin-là, quelque chose l'avait poussé à s'arrêter devant l'image. Camille avait toujours été l'opposé de son frère aîné. Là où Julien cherchait refuge dans les livres et la tranquillité de ses cours, elle courait vers l'aventure avec une énergie que rien ne semblait pouvoir épuiser. Instructrice d'éducation physique dans un collège de banlieue parisienne, elle transformait chaque week-end en expédition. Les Pyrénées, les Vosges, les Alpes, sa chambre d'adolescente ressemblait à un musée de l'alpinisme amateur. Cartes topographiques punaisées au mur. Équipement de randonnée soigneusement rangé, carnet de route rempli de ses impressions sur chaque sommet conquis. Elle ne peut pas avoir simplement disparu, répétait-il souvent à sa mère, Françoise, dans ses premiers mois qui avaient suivi l'incident. Mais les recherches officielles avaient conclu à un accident en zone difficile d'accès. Pas de corps, pas de témoins, seulement une absence qui s'était peu à peu transformée en résignation douloureuse. Le téléphone sonna vers 10 heures, interrompant ses pensées mélancoliques. Julien décrocha machinalement, s'attendant à entendre la voix d'un collègue ou d'un étudiant. « Monsieur Dubois, ici le capitaine Laurent Moreau, gendarmerie de Gap. Il faudrait que nous nous rencontrions. C'est au sujet de votre sœur, de Camille. » Les mots frappèrent Julien comme un coup de poing invisible. Sa main trembla légèrement en reposant sa tasse. Le café se répandant sur la table en petites taches brunes qu'il ne remarqua même pas. « Ma sœur ?» Mais le dossier n'avait-il pas été classé? Des éléments nouveaux ont été découverts ce matin. Je préfère vous en parler de vive voix. Pouvez-vous vous rendre dans les Hautes-Alpes dans les prochains jours? Quelques heures plus tard, Julien roulait sur l'autoroute du Sud, les mains crispées sur le volant, l'esprit en ébullition. 8 ans. 8 années à essayer de faire son deuil, à reconstruire une existence mutilée par l'absence, à expliquer aux amis, aux collègues que oui, sa sœur avait disparu, que non, on n'avait jamais retrouvé son corps, que parfois la montagne garde ses secrets pour l'éternité. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes montagnes semblaient vouloir parler. Dans sa chambre d'hôtel à Gap, Julien ne parvenait pas à trouver le sommeil. Les souvenirs affluaient par vagues successives.
et chacun ravivant des émotions qu'il croyait avoir apprivoisées. Camille enfant, grimpant dans les arbres du jardin familial malgré les protestations maternelles. Camille adolescente, rentrant de ses premières randonnées avec des yeux brillants de émerveillement. Camille adulte, rayonnante de cette force tranquille des gens qui ont trouvé leur place dans le monde. Leurs derniers échanges téléphoniques repassaient en boucle dans sa mémoire. Elle préparait ce voyage dans les écrins depuis des mois, avait longuement étudié les cartes, planifié chaque étape. Tu verras, Julien, ces sommets sont différents. Il y a quelque chose de magique là-haut, quelque chose qui vous transforme. Sa voix portait cette excitation enfantine qu'elle n'avait jamais perdue, même à 26 ans. Le lendemain matin, dans les locaux austères de la gendarmerie, le capitaine Moreau lui présenta le contenu de la mochila retrouvée. Chaque objet était disposé avec précaution sur une table métallique. Les barres énergétiques que Camille emportait toujours, sa gourde en aluminium bosselée par des années d'usage, sa boussole héritée de leur grand-père, et surtout, ce carnet de cuir brun qu'elle ne quittait jamais lors de ses expéditions. Nous avons fait analyser l'ensemble par nos experts. L'état de conservation est remarquable, probablement dû à la sécheresse de la zone où les objets étaient cachés. Cachés. Le mot résonna douloureusement dans l'esprit de Julien. Pas perdu, pas abandonné, caché. L'inspectrice Claire Renaud, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant, ouvrit délicatement le carnet à la première page. Écriture de Camille apparut. Cette calligraphie soignée qu'elle avait développée durant ses études, égale et appliquée comme sa personnalité. 16 mars 2014. Arrivé à Gap vers 14 heures. L'excitation monte à mesure que je me rapproche des sommets. L'hôtel est modeste mais propre, exactement ce qu'il me faut. La réceptionniste me parle d'un guide local qui connaît des parcours exceptionnels. Je verrai demain. Les premières entrées respiraient cette joie pure que Julien connaissait si bien chez sa sœur. Description minutieuse des paysages, observations météorologiques, petites anecdotes sur les gens rencontrés. Camille avait toujours eu ce don de transformer le quotidien en aventure, de voir la beauté dans les détails que d'autres auraient négligés. Mais au fil des pages, quelque chose changeait. Écriture demeurait la même, mais le ton se teintait d'interrogation. 18 mars, Rémi me propose une route différente de celle prévue initialement. Il dit connaître une cascade secrète que peu de randonneurs ont vue. Son enthousiasme est contagieux. Et je dois admettre que l'idée d'explorer quelque chose d'inhabituel m'attire. Il semble vraiment passionné par ces montagnes. Julien sentit sa gorge se serrer. Rémi. Ce prénom n'avait jamais figuré dans le dossier d'enquête original. Comment était-ce possible? L'inspectrice Renaud tourna quelques pages, révélant des passages où l'écriture de Camille se faisait plus nerveuse, moins assurée. 19 mars. Quelque chose ne va pas. Rémi a encore modifié notre itinéraire sans m'en parler. Quand j'ai voulu consulter ma carte, il s'est montré différent, presque agressif. Il dit que je dois lui faire confiance, que lui seul connaît vraiment ses sentiers. Mais nous sommes loin, très loin de la route que j'avais étudiée. Je commence à me demander si j'ai eu raison de... Les dernières lignes étaient inachevées. L'écriture s'interrompant brusquement au milieu d'une phrase. Puis, le néant. Des pages vierges qui criaient l'absence plus fort que tous les mots du monde. Julien ferma les yeux, submergé par une vague d'émotions contradictoires. La colère contre ce système qui avait failli dans sa mission de protection. L'espoir de comprendre enfin ce qui était arrivé à Camille et par-dessus tout, cette douleur renouvelée de l'entendre à nouveau. Parler, à travers ses derniers écrits, Monsieur Dubois, la voix du capitaine Moreau, le ramena au présent. Nous allons tout reprendre depuis le début. Cette fois-ci, nous n'abandonnerons pas. Les jours suivants prirent un rythme effréné. Julien avait pris un congé de son établissement scolaire, incapable de se concentrer sur autre chose que cette enquête renaissante. Il accompagnait les gendarmes dans leurs déplacements, posait des questions, scrutait chaque détail avec l'obsession d'un homme qui refuse de laisser échapper une seconde chance. L'hôtel où Camille avait séjourné n'avait guère changé.
La réceptionniste de Elle, Époque, travaillait encore là. Marie-Claude Bertrand, une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au sourire fatigué. Je me souviens vaguement d'elle, admit-elle en regardant la photographie de Camille. Une jolie jeune femme, très polie. Elle m'avait effectivement demandé s'il y avait des guides dans la région. Je lui avais parlé de Rémi, oui, Rémi Morel. Il venait parfois proposer ses services aux clients de l'hôtel. Rémi Morel, enfin un nom complet. Pourtant, quand les gendarmes consultèrent les registres officiels des guides de montagne pour 2014, aucune trace de ce Rémi n'apparaissait dans les listes autorisées. L'enquête révélait peu à peu les failles béantes de l'investigation originelle. Comment avait-on pu passer à côté d'informations aussi essentielles? Comment le témoignage de la réceptionniste n'avait-il jamais été recueilli correctement? Julien se perdait dans ses interrogations quand son téléphone vibra. Sa mère l'appelait depuis Paris, la voix tremblante d'un espoir qu'elle n'osait pas nommer. « Julien, mon chéri, dis-moi que cette fois, nous saurons. Dis-moi que nous comprendrons enfin ce qui est arrivé à ma petite fille. » Françoise Dubois avait vieilli de 10 ans en l'espace de ces 8 dernières années. Veuve depuis longtemps, elle n'avait plus que ses 2 enfants au monde. La disparition de Camille avait brisé quelque chose en elle, une lumière qui ne s'était jamais rallumée. Elle, qui avait toujours été une femme forte, indépendante, s'était peu à peu repliée sur elle-même, comme si une part d'elle-même était restée dans ces montagnes avec sa fille. « Maman, nous allons découvrir la vérité, je te le promets. » Mais en prononçant ces mots, Julien ne savait pas encore vers quelle révélation douloureuse cette quête de vérité allait les mener. Il ne savait pas que certaines réponses font plus mal que l'absence de questions. Il ne savait pas que Camille avait laissé derrière elle bien plus qu'un simple carnet de route. Dans les Alpes, la nuit tombait sur les sommets éternels, et quelque part dans cette immensité rocheuse, les secrets commençaient à remuer, comme des ombres qui auraient attendu 8 longues années pour retrouver la lumière. Le bureau du maire de la commune alpine ressemblait à un musée poussiéreux où s'entassaient les souvenirs d'une vie consacrée à la montagne. Derrière la table de chêne massif, André Volérin, 68 ans, barbe blanche et regard perçant, écoutait les questions de l'inspectrice Renaud avec une attention qui trahissait une gêne mal dissimulée. « Monsieur le maire, vous étiez déjà en fonction en 2014. Comment expliquez-vous que le nom de Rémi Morel n'apparaisse dans aucun document officiel de l'époque ?» Volérine tripota nerveusement sa pipe éteinte, un tic que Julien avait remarqué dès le début de l'entretien. Cet homme cachait quelque chose, était évident. « Écoutez, inspectrice, vous savez comme moi que dans nos montagnes, il y a toujours eu des arrangements informels, des guides qui travaillent sans licence officielle, qui connaissent les sentiers comme leur poche, mais qui n'ont pas forcément tous les papiers en règle. Des arrangements informels qui peuvent coûter la vie aux randonneurs. » Le silence qui suivit cette question fut lourd de sous-entendus. Julien sentait la tension monter dans la pièce, cette électricité particulière qui précède les révélations importantes. Ce fut à ce moment que Hélène Marchand frappa à la porte. La garde forestière, une femme solide d'une 50aine d'années au visage buriné par les intempéries, entra sans attendre de réponse. Son expression était grave, déterminée. « Je vous cherchais », dit-elle en s'adressant directement à l'inspectrice. « J'ai appris que l'enquête sur Camille Dubois était rouverte. Il faut que vous sachiez ce qu'ils ont refusé d'entendre en 2014. » Le maire Volérine se raidit visiblement. « Hélène, je ne pense pas que... » « Monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, vous vous êtes assez tu comme ça. » La force tranquille de cette femme impressionna Julien. Voilà enfin quelqu'un qui semblait prêt à parler sans détour, sans ces arrangements et ces silences qui avaient entouré la disparition de sa sœur. Dans le petit café du village où Hélène Marchand les avait emmenés, l'atmosphère était feutrée, propice aux confidences. La garde forestière commanda un thé, prit le temps de rassembler ses pensées, puis commença son récit d'une voix posée mais chargée d'émotion. En 2014, j'avais déjà signalé des activités suspectes dans le secteur des écrins. Pas du braconnage ou du trafic, non,
quelque chose de plus subtil. Des campements improvisés qui disparaissaient du jour au lendemain, des touristes qui s'égaraient systématiquement dans la même zone, des guides qui opéraient sans autorisation. Elle sortit de son sac un carnet personnel, couvert d'annotations manuscrites. J'ai tout consigné ici. Les dates, les lieux, les témoignages que j'ai recueillis. Quand Camille Dubois a disparu, j'ai immédiatement fait le lien. J'ai contacté la gendarmerie de l'époque pour leur transmettre mes observations. « Et alors ?» demanda l'inspectrice Renaud. « On m'a remercié poliment et on m'a dit que mes inquiétudes seraient prises en considération. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Le dossier a été classé quelques mois plus tard. Et tout le monde a préféré oublier. » Julien sentit la colère monter en lui. Pendant que sa famille sombrait dans le désespoir, des indices concrets étaient délibérément ignorés, enterrés sous une bureaucratie complaisante. Vous parlez de guides non autorisés. Aviez-vous identifié des noms? Hélène hocha la tête. Rémi Morel était le plus actif. Il avait perdu sa licence quelques années auparavant suite à un incident avec des touristes allemands. Officiellement, il ne pouvait plus exercer, mais dans la réalité... Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre les sommets qui se dessinaient dans la lumière déclinante de l'après-midi. Rémi connaissait ces montagnes mieux que personne. Il était né ici, avait grandi dans ces vallées. Malheureusement, il avait aussi des problèmes d'alcool et de dettes. Sa sœur Jeanne peut vous en dire plus sur sa situation à l'époque. Le lendemain matin, Julien et l'inspectrice Renaud se rendirent chez Jeanne Morel. La femme vivait dans une modeste maison de pierre, à flanc de colline, entourée d'un petit jardin où poussaient des légumes et des herbes aromatiques. À 55 ans, elle portait sur son visage les traces d'une vie difficile, marquée par l'inquiétude et les déceptions. Quand elle ouvrit la porte et qu'ils se présentèrent, ses yeux se voilèrent immédiatement de larmes contenues. « Je savais que ce moment viendrait un jour », murmura-t-elle en les invitant à entrer. « Depuis 8 ans, je vis avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. » L'intérieur de la maison était chaleureux, mais spartiate, avec ses meubles transmis de génération en génération et cette odeur de cire et de bois qui caractérise les foyers montagnards. Sur la cheminée, une photo de famille montrait un homme aux traits marqués, souriant à côté d'une Jeanne plus jeune. « Mon frère Rémi », expliqua-t-elle en suivant le regard de Julien, « il n'était pas un mauvais homme, vous savez, simplement perdu. Depuis qu'il avait perdu sa licence de guide officiel, il ne s'était jamais remis. Ces montagnes, ces haies étaient toute sa vie. » Elle leur servit un café et s'installa face à eux, les mains jointes sur ses genoux. En mars 2014, Rémi traversait une période particulièrement difficile. Il avait des dettes importantes, des créanciers qui commençaient à devenir menaçants. Il acceptait n'importe quel travail de guide, même sans autorisation, pour tenter de s'en sortir. Vous souvenez-vous qu'il vous ait parlé de Camille Dubois? Jeanne ferma les yeux, comme pour puiser dans des souvenirs douloureux. Il était rentré le soir du 19 mars, dans un état inhabituel, agité, nerveux. Il marmonnait des choses incompréhensibles sur une situation qui avait mal tourné, sur des complications imprévues. J'ai essayé de le faire parler, mais il était déjà pas mal éméché. Sa voix se brisa légèrement. Le lendemain matin, il avait disparu. Pas inhabituel en soi. Rémi disparaissait souvent plusieurs jours quand il avait des problèmes, mais cette fois, était différent. Il n'est jamais revenu. Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Julien sentait son cœur battre si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. « Vous voulez dire que votre frère a également disparu en mars 2014 ?» Exactement. Quelques jours après cette jeune fille, Camille. Au début, j'ai pensé qu'il était parti se cacher de ses créanciers, qu'il finirait par revenir comme d'habitude. Puis les semaines ont passé, les mois. J'ai fini par comprendre que quelque chose de grave était produit. L'inspectrice Renaud prenait des notes frénétiquement. Cette information changeait complètement la donne de l'enquête. Pourquoi n'avez-vous jamais signalé sa disparition? Jeanne baissa les yeux,
visiblement honteuse, parce que j'avais peur, peur de ce qu'on découvrirait, peur des conséquences pour sa mémoire, pour notre famille. Et puis, franchement, qui se serait soucié de la disparition d'un guide alcoolique criblé de dettes? Cette amertume dans sa voix toucha profondément Julien. Combien de drames restaient ainsi dans l'ombre, étouffés par la honte, la peur ou l'indifférence sociale? Jeanne se leva et disparut quelques minutes dans une autre pièce. Elle revint avec une boîte en carton qu'elle posa sur la table. Les affaires de Rémi. Je n'ai jamais eu le courage de m'en débarrasser. Peut-être que vous y trouverez quelque chose d'utile. L'inspectrice ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur, des cartes topographiques annotées, du matériel de randonnée usagé, quelques photographies et surtout un carnet de rendez-vous où figuraient des noms et des dates. L'une des entrées, datée du 17 mars 2014, mentionnait RDV-C, D, Hôtel Bellevue, Cascade secrète, C, D, Camille Dubois. Julien sentit ses jambes fléchir. Voilà la preuve irréfutable que sa sœur avait bien rencontré Rémi Morel, que leur rencontre était planifiée, programmée. Toute la version officielle de l'accident solitaire s'effondrait d'un coup. « Il y a autre chose », ajouta Jeanne d'une voix à peine audible. 3 jours avant sa disparition, Rémi a reçu la visite d'un homme. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Ils ont discuté longtemps dans la cour, mais à voix basse. Quand l'inconnu est reparti, mon frère semblait différent, comme s'il avait peur de quelque chose. Vous pourriez décrire cet homme. Plutôt grand, bien habillé pour quelqu'un qui venait dans nos montagnes. Il conduisait une voiture de ville, une berline sombre, et il avait cette façon de regarder autour de lui, comme s'il s'assurait que personne ne l'observait. Chaque révélation ajoutait une couche de complexité supplémentaire à cette affaire. Camille, elle n'était pas seulement tombée sur un guide peu recommandable, elle était retrouvée prise dans un engrenage qui la dépassait complètement. L'inspectrice Renaud referma son carnet et se tourna vers Jeanne. « Madame Morel, accepteriez-vous de témoigner officiellement de tout ce que vous venez de nous révéler ?» La femme hocha la tête, les larmes aux yeux. « Il est temps. J'ai porté ce poids trop longtemps. Si ça peut t'aider à comprendre ce qui est arrivé à cette pauvre petite et à mon frère, » En quittant la maison de Jeanne Morel, Julien avait l'impression de sortir d'un cauchemar pour entrer dans un autre. Les certitudes de ces 8 dernières années s'effondraient une à une, remplacées par des questions encore plus angoissantes. Sa sœur n'était pas morte dans un accident de montagne. Elle avait été victime de quelque chose de bien plus sombre, de plus prémédité. Et quelque part dans ces vallées majestueuses qu'elle aimait tant, les réponses attendaient encore d'être découvertes. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Julien appela sa mère pour lui faire part des derniers développements. À l'autre bout du fil, la voix de Françoise tremblait entre espoir et terreur. « Mon Dieu, Julien, tu veux dire que ma petite fille, qu'elle n'est pas morte seule ?»« Maman, nous ne savons encore rien de certain. Mais nous nous rapprochons de la vérité. J'ai si peur de ce que nous allons découvrir. » Julien partageait cette appréhension. Parfois, la vérité fait plus mal que l'incertitude. Mais il était trop tard pour reculer. Camille méritait justice, et il méritait de savoir. Dans l'obscurité de sa chambre, il regardait les sommets se découper contre le ciel étoilé. Quelque part là-haut, sa petite sœur avait vécu ses derniers instants de conscience. Et quelque part là-haut, d'autres secrets attendaient d'être révélés. L'aube pointait à peine sur les sommets des écrins quand l'inspectrice Renaud frappa à la porte de la chambre de Julien. Son visage grave annonçait de nouvelles révélations qui allaient encore bouleverser le cours de l'enquête. « Nous avons du nouveau », annonça-t-elle sans préambule. « L'analyse des fibres trouvées sur le site où était cachée la mochila de votre sœur a donné des résultats intéressants. » Julien s'habilla rapidement et la suivit jusqu'au laboratoire de la gendarmerie. Le technicien, un homme méticuleux aux lunettes épaisses, leur présenta ses conclusions avec la précision d'un scientifique habitué aux affaires criminelles. Ces fibres bleues ne correspondent à aucun vêtement répertorié de Mademoiselle Dubois.
Elles proviennent d'un tissu synthétique de qualité, probablement une veste de randonnée haut de gamme. Ce qui est particulier, c'est la présence de microparticules de terre spécifiques à une zone géologique très précise des écrins. Il leur montra une carte où était marqué un petit cercle rouge. Cette composition minérale ne se trouve que dans un rayon de 2 km autour du refuge de la Vallée Blanche. Whoever était là porter ses vêtements n'était pas seulement de passage. Julien sentit son estomac se nouer. Chaque indice semblait ajouter une nouvelle dimension sinistre à la disparition de Camille. L'inspectrice Renaud consulta ses notes. Le refuge de la Vallée Blanche. Il y avait un gardien en 2014 ? Oui, répondit le technicien. Un certain Bernard Colbert, mais d'après nos informations, et il a quitté la région peu après les événements de mars 2014. Peu après ? Vous voulez dire qu'il est parti juste après la disparition de Camille ? Exactement. Dans les semaines qui ont suivi, une nouvelle piste s'ouvrait, potentiellement cruciale. Pourquoi ce gardien avait-il quitté son poste si précipitamment ? Y avait-il un lien avec les événements ? Pendant que l'inspectrice organisait les recherches pour localiser Bernard Colbert, Julien reçut un appel qui allait encore compliquer l'affaire. Un homme âgé, qui refusait de donner son nom, prétendait avoir des informations importantes sur l'incident de 2014. « Je vous attendrai au café de la place du marché à 15 heures. Venez seul, j'ai des choses à vous dire sur ce qui est vraiment arrivé à votre sœur. » La voix était rauque, nerveuse, celle de quelqu'un qui porte un secret trop lourd depuis trop longtemps. À l'heure convenue, Julien poussa la porte du petit café. L'homme qui l'attendait dans le fond de la salle était âgé d'une 60aine d'années, le visage buriné par les intempéries, les mains tachées par des années de travail en plein air. Il se présenta simplement comme Marcel. « J était braconnier à l'époque », avoua-t-il d'emblée, sans chercher à masquer la honte dans sa voix. « Je connaissais ces montagnes comme personne, tous les sentiers cachés, toutes les planques, le 20 mars 2014. J'y étais posté près de la Vallée Blanche quand j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. » Il but une gorgée de son café, ses mains tremblant légèrement. « Il y avait 3 personnes sur le sentier qui mène au refuge. Une jeune femme blonde, votre sœur, j'en suis sûr maintenant, et 2 hommes. L'un d'eux portait une veste bleue, l'autre était plus âgé, mieux habillé. Ils discutaient de façon véhémente. » Marcel marqua une pause. Comme s'il revivait cette scène traumatisante. La jeune femme semblait vouloir faire demi-tour, mais les 2 hommes l'en empêchaient. Pas physiquement, mais psychologiquement. Ils la persuadaient de continuer, de les suivre vers une zone que je savais dangereuse. Julien sentit sa gorge se serrer. L'image de Camille, seule face à 2 inconnus dans l'immensité alpine, lui était insupportable. « Pourquoi n'avez-vous rien dit à l'époque ?» Marcel baissa les yeux, visiblement rongé par les remords. « Parce que J était en situation illégale, monsieur. Si j'avais témoigné, on m'aurait arrêté pour braconnage. J'avais déjà eu des ennuis avec la justice. Je ne pouvais pas me permettre de nouveaux problèmes. » La lâcheté de cet homme révoltait Julien, mais il comprenait aussi le dilemme dans lequel il était trouvé. Combien de témoins potentiels restaient silencieux par peur des conséquences personnelles? « Vous les avez vus repartir? » « Non, j'ai attendu longtemps, mais ils ne sont jamais redescendus par le même chemin. Le lendemain, j'ai appris qu'une randonneuse avait disparu. J'ai compris que C était elle. » Marcel fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet qu'il posa sur la table. Une pulseira en argent ornée d'un petit pendentif en forme de montagne. J'ai trouvé ça le lendemain, près de l'endroit où je les avais vus. Je l'ai gardé toutes ces années, sans savoir quoi en faire. Julien reconnut immédiatement le bijou. Il l'avait offert à Camille pour son 25e anniversaire, quelques mois avant sa disparition. Elle ne s'en séparait jamais. « Monsieur Marcel, il faut absolument que vous témoigniez officiellement. Ces informations sont cruciales pour l'enquête. » L'homme hocha la tête, résigné. « Je sais, c'est pour ça que je vous ai contacté. Je n'en peux plus de porter ce secret. Cette petite ne méritait pas ça. »
Pendant que Marcel se rendait à la gendarmerie pour formaliser son témoignage, Julien reçut un appel de l'inspectrice Renaud. Bernard Colbert, l'ancien gardien du refuge, avait été localisé dans une maison de retraite des Pyrénées. Nous partons le voir demain matin. Son état de santé s'est dégradé, mais il est encore en mesure de répondre à nos questions. Le voyage vers les Pyrénées fut silencieux, chacun perdu dans ses réflexions. L'enquête prenait une tournure de plus en plus sombre, révélant non pas un accident tragique, mais une véritable machination dont Camille avait été la victime innocente. La maison de retraite. Les jardins d'automne étaient un établissement moderne, entouré de verdure et de tranquillité. Bernard Colbert, 72 ans, les reçut dans sa chambre personnelle. Ancien garde forestier reconverti en gardien de refuge, cet homme avait consacré sa vie aux montagnes. Dès qu'ils mentionnèrent le nom de Camille Dubois, son visage se décomposa. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il d'une voix éteinte. « 8 ans que je vis avec ça sur la conscience. » L'inspectrice Renaud posa délicatement son enregistreur sur la table de chevet. « Monsieur Colbert, nous avons besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé en mars 2014. » Le vieil homme ferma les yeux, rassemblant visiblement son courage. Cette nuit-là, ils sont venus au refuge vers minuit. 2 hommes avec la jeune femme. Elle ne était pas bien, pas blessée physiquement, mais en état de choc. Ils m'ont dit qu'elle avait fait une chute, qu'elle était désorientée. Il marqua une pause, ses mains tremblant sur les draps. L'un des hommes, celui qui semblait être le leader, m'a expliqué qu'il devait gérer la situation discrètement. Il a sorti une enveloppe contenant une somme importante et m'a dit que je n'avais rien vu, rien entendu. Julien sentit la rage monter en lui. Sa sœur était donc bien vivante cette nuit-là, et cet homme avait choisi l'argent plutôt que de lui porter secours. Qu'est-il arrivé ensuite? Ils sont repartis avec elle au petit matin, je ne les ai jamais revus. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'une randonneuse avait disparu. J'ai compris que j'avais été complice de quelque chose de terrible. Les larmes coulaient maintenant sur les joues ridées du vieil homme. J'ai quitté la région quelques semaines plus tard. Je n'arrivais plus à dormir, à me regarder dans un miroir. Cette petite, elle me rappelait ma propre fille. L'inspectrice Renaud se pencha vers lui. « Pouvez-vous nous décrire ces 2 hommes ?» L'un était plus jeune, costaud. Il portait une veste de randonnée bleue. L'autre était plus âgé. Distingué, il parlait avec un accent parisien. C'est lui qui menait les opérations. Vous avez gardé l'argent? Bernard Colbert secoua la tête. Je l'ai donné à une association caritative quelques mois plus tard. Je ne pouvais pas le garder. C'était de l'argent du diable. Cette confession bouleversait complètement la vision de l'enquête. Camille était donc restée vivante au moins jusqu'au 21 mars au matin. Que était-il arrivé ensuite? Où l'avait-il emmené? Sur le chemin du retour, l'inspectrice Renaud reçut un appel du laboratoire. L'analyse de la pulséra retrouvée par Marcel révélait des traces d'ADN appartenant à un individu masculin inconnu des fichiers policiers. « Nous progressons », dit-elle à Julien. « Chaque élément nous rapproche de la vérité. » Mais Julien N. était plus sûr de vouloir connaître cette vérité. L'image de Camille, terrorisée, manipulée, emmenée contre son gré vers un destin tragique, le hantait jour et nuit. De retour dans les Alpes, une nouvelle surprise les attendait. Xavier Montel, le commerçant local qui dirigeait une boutique d'équipements de montagne, avait demandé à les rencontrer. Son magasin, situé au cœur du village, était un point de passage obligé pour tous les randonneurs de la région. « J'ai entendu dire que vous rouvriez l'enquête sur cette pauvre Camille », commença-t-il, visiblement nerveux. « Il faut que vous sachiez quelque chose sur Robert Valois. » Robert Valois, ce nom était déjà apparu dans les premières investigations comme celui d'un guide officiel qui avait fourni un alibi détaillé pour la période de la disparition. « Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur Monsieur Valois ?» Xavier Montel regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls dans la boutique. Robert est un guide expérimenté, ça c'est vrai. Mais il a aussi
d'autres activités. Il organise des excursions spéciales pour des clients qui perdent très cher et qui ne veulent pas de traces officielles. Quel genre d'excursions? Des parcours interdits, des zones protégées, des sites dangereux? Il y a un marché pour ça, vous savez, des riches qui veulent vivre des sensations extrêmes, qui s'ennuient des circuits traditionnels. Cette révélation ouvrait une nouvelle piste. Et si Camille était tombée sur un de ces réseaux clandestins? Et si sa disparition était liée à des activités illégales dans le parc national? Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Xavier hésita, puis se dirigea vers son bureau. Il en revint avec un carnet de comptabilité qu'il ouvrit à une page spécifique. Regardez ces entrées de mars 2014, des paiements en espèces, sans nom de client, avec la mention « Service spécial ». Robert venait régulièrement encaisser des sommes importantes pour des prestations qu'il ne détaillait jamais. Les montants étaient effectivement considérables, bien au-dessus des tarifs habituels d'un guide de montagne. Pourquoi nous révélez-vous ça maintenant? Parce que j'en ai assez de me taire. Cette histoire de la petite Dubois, ça m'a toujours tracassé. Et puis, Robert a quitté la région il y a 2 ans. Il ne peut plus me causer d'ennui. Une fois de plus, un témoin clé avait disparu de la circulation. Ce n'était plus une coïncidence. C était un schéma. En fin de journée, l'inspectrice Renaud fit le point avec Julien sur l'ensemble des éléments recueillis. Nous avons maintenant la preuve que votre sœur était bien accompagnée, qu'elle a survécu au moins jusqu'au 21 mars et qu'un réseau clandestin opérait dans la région. Il nous reste à établir les liens entre tous ces éléments et à retrouver Robert Valois, ajouta Julien. Nos collègues le recherchent activement. Un homme comme lui ne peut pas disparaître complètement de la circulation. Mais au fond de lui, Julien commençait à réaliser que cette affaire dépassait largement le cadre d'un simple accident de montagne. Sa sœur était tombée dans un piège soigneusement orchestré, impliquant plusieurs personnes et des intérêts qu'il ne soupçonnait même pas. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, il contempla une nouvelle fois la photographie de Camille. Son sourire radieux contrastait cruellement avec la réalité sordide qui se révélait peu à peu. Sa petite sœur, si confiante, si enthousiaste, était devenue la proie de prédateurs qui avaient transformé sa passion pour la montagne en piège mortel. Demain, l'enquête continuerait. Et Julien savait qu'il était désormais trop proche de la vérité pour pouvoir faire marche arrière, quelles qu'en soient les conséquences. L'appel arriva à 6 heures du matin, réveillant Julien en sursaut. La voix du capitaine Moreau était tendue, chargé d'une urgence qui fit immédiatement comprendre que quelque chose d'important venait de se produire. « Monsieur Dubois, nous avons localisé Robert Valois. Il accepte de nous parler. Mais il pose une condition. Il veut vous rencontrer en tête-à-tête d'abord. » 1 heure plus tard, Julien roulait vers Annecy, où Robert Valois s'était réfugié sous une fausse identité. L'homme qui lui ouvrit la porte était loin de correspondre à l'image du guide chevronné qu'il s'était imaginé. La cinquantaine usée, le regard fuyant, les mains tremblantes, Valois ressemblait plutôt à un homme traqué par ses propres démons. Son appartement était spartiate, impersonnel, celui de quelqu'un prêt à fuir à tout moment. Sur la table basse, une bouteille de whisky à moitié vide témoignait de son état psychologique dégradé. « Vous lui ressemblez », furent ses premiers mots en désignant une coupure de journal avec la photo de Camille. La même détermination dans le regard, la même innocence. Julien s'assit face à lui, essayant de contenir la rage qui montait en lui face à cet homme qui détenait peut-être les clés du mystère. « Racontez-moi ce qui s'est passé. » Robert Valois se servit un verre, l'avala d'un trait, puis commença son récit d'une voix brisée. Tout a commencé par un client particulier, un homme riche, parisien, qui m'avait contacté pour organiser ce qu'il appelait une expérience authentique de survie en montagne. Il payait une fortune pour que je recrute des randonneurs expérimentés qui accepteraient de participer à son jeu. Quel genre de jeu? Il voulait traquer des gens dans la montagne, comme une chasse à l'homme grandeur nature. Les participants pensaient participer à un stage de survie extrême, mais lui
Il jouait à autre chose. Julien sentit son sang se glacer. L'horreur de ce qu'il entendait dépassait ses pires cauchemars. Et Camille? Rémi Morel était en contact avec moi. Il me ramenait des candidats potentiels en échange d'argent. Quand il m'a parlé de votre sœur, j'ai d'abord refusé. Elle avait l'air trop pure pour ce genre de choses. Mais mon client avait des goûts spécifiques. Robert se resservit un verre, ses mains tremblant de plus en plus. Le plan était simple. Rémi devait l'amener à un point de rendez-vous isolé, prétendre qu'elle était blessée, puis nous la conduirions au jeu. Elle devait penser participer à un exercice de secours en montagne. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Non, votre sœur était plus intelligente que nous ne le pensions. Elle a vite compris que quelque chose clochait. Dans son sac, elle avait trouvé du matériel de surveillance que mon client utilisait pour filmer ses expériences. Elle a menacé d'alerter les autorités. Julien ferma les yeux, imaginant la terreur de Camille face à cette découverte atroce. « Qu'avez-vous fait ?» Mon client, il était furieux. Il a dit que le jeu s'était compromis, qu'il fallait nettoyer la situation. Moi, je voulais juste la laisser partir, lui donner de l'argent pour qu'elle se taise, mais lui, la voix de Robert se brisa complètement. Il l'a emmenée vers une zone interdite du parc, près d'un précipice. Il disait qu'il allait la convaincre de garder le silence. Rémi et moi, on est restés en arrière. On a entendu des cris. Puis, plus rien. Elle est morte ? Robert hocha la tête, les larmes aux yeux. Quand on l'a rejoint, elle était tombée. Mon client disait que était un accident, qu'elle avait glissé en essayant de s'enfuir. Mais moi, j'ai vu ses yeux. Il avait pris plaisir à ça. L'horreur de cette révélation submergea Julien. Sa sœur était morte assassinée par un psychopathe qui collectionnait les êtres humains comme des trophées de chasse. Où est son corps ? Dans une crevasse profonde, inaccessible aux équipes de secours. Mon client connaissait l'endroit. Il y avait déjà disposé d'autres corps, d'autres victimes. Au moins 3 ou 4 au fil des années. Toujours des randonneurs solitaires, des gens dont la disparition pouvait passer pour des accidents. Robert sortit une carte topographique et y marqua un point précis. C'est là, à 3 kilomètres du refuge de la Vallée Blanche, dans la zone interdite du versant nord. Et après, on a mis en scène l'accident. Mon client avait tout prévu, disperser ses affaires sur différents sentiers, créer de fausses pistes, corrompre les témoins potentiels. Il avait des contacts dans l'administration, des gens qui ont facilité l'enterrement du dossier. Et Rémi ? Rémi n'a pas supporté. Il buvait de plus en plus, menaçait de tout révéler. Mon client l'a éliminé quelques jours plus tard. Officiellement, Rémi a disparu en montagne lui aussi. La machination était plus vaste et plus cruelle que tout ce que Julien avait imaginé. Un réseau de prédateurs opérait en toute impunité, protégé par l'argent et la corruption. Qui est cet homme ? Comment s'appelle-t-il ? Robert hésita, puis murmura un nom qui allait résonner longtemps dans l'esprit de Julien. Philippe Martel, héritier d'une fortune industrielle, collectionneur d'art, philanthrope respecté et psychopathe. Julien enregistrait tout, chaque détail de cette confession qui allait enfin permettre de rendre justice à Camille. Pourquoi parlez-vous maintenant ? Parce que je n'en peux plus. Parce que chaque nuit, je vois le visage de votre sœur. Et parce que j'ai appris que Martel préparait une nouvelle chasse pour cet été. Il continue. Il n'a jamais arrêté. Il a juste changé de terrain de jeu. Les Pyrénées, les Vosges. Il a des complices partout. Robert se leva et se dirigea vers un placard d'où il sortit une boîte métallique. Tout est là. Les noms, les dates, les lieux, les preuves de virement bancaire. Je gardais ça comme assurance vie, au cas où Martel déciderait de se débarrasser de moi aussi. À l'intérieur de la boîte, des documents, des photographies, des enregistrements, 8 années de crimes soigneusement documentés par un homme qui savait qu'il était lui-même en sursis. « Il faut que vous sachiez autre chose », ajouta Robert. « Votre sœur, dans ces derniers instants, elle a parlé de vous.
Elle disait qu'elle savait que vous la chercheriez, que vous ne l'abandonneriez jamais. Ces mots touchèrent Julien au plus profond de son être. Sa petite sœur, même face à la mort, avait gardé confiance en l'amour fraternel qui les liait. Quand l'inspectrice Renaud et le capitaine Moreau arrivèrent pour recueillir officiellement le témoignage de Robert Valois, ils trouvèrent Julien en état de choc, mais déterminé à aller jusqu'au bout. L'arrestation de Philippe Martel eut lieu le lendemain matin dans sa propriété de Neuilly-sur-Seine. L'homme qui ouvrit la porte aux forces de l'ordre était l'image même de la respectabilité bourgeoise. Costume sur mesure, manière raffinée, sourire courtois. Rien ne laissait deviner le monstre qui se cachait derrière cette façade. Confronté aux preuves accumulées, Martel nia d'abord tout en bloc, puis tenta de tout rejeter sur ses complices. Mais les documents de Robert Valois étaient accablants, et l'étau judiciaire se referma rapidement sur lui. L'enquête révéla l'ampleur du réseau. Des guides corrompus, des fonctionnaires achetés, des complicités à tous les niveaux qui avaient le permis à ces crimes de rester impunis pendant des années. Au total, 7 victimes furent identifiées, toutes mortes dans des circonstances similaires à celles de Camille. Le procès, qui se tint 2 ans plus tard, défrayait la chronique. L'affaire Martel, comme l'appelèrent les médias, révélait au grand jour les dérives d'un système où l'argent pouvait tout acheter, même l'impunité face au meurtre. Julien témoigna longuement, racontant sa quête de vérité, son refus d'accepter la version officielle, sa détermination à honorer la mémoire de sa sœur. Sa déposition, empreinte d'une émotion contenue mais profonde, marqua tous ceux qui l'entendirent. Philippe Martel fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ses complices directs écopant de lourdes peines. Robert Valois, en échange de sa coopération, obtint une condamnation réduite qui tenait compte de ses remords et de son aide décisive à l'enquête. Mais au-delà des sanctions judiciaires, cette affaire transforme également le système de surveillance des activités en montagne. De nouvelles procédures furent mises en place, des contrôles renforcés, une meilleure coordination entre les services pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Un matin de printemps, exactement 10 ans après la disparition de Camille, Julien et sa mère se rendirent sur les lieux où leur fille et sœur avaient trouvé la mort. L'expédition de récupération du corps, organisée par les autorités avec des moyens exceptionnels, avait permis de ramener enfin Camille à la lumière. L'endroit était d'une beauté à couper le souffle, ces sommets majestueux que Camille aimait tant. Ironie cruelle du destin, elle était morte dans l'environnement qu'elle chérissait le plus au monde. Elle aurait voulu qu'on lui pardonne d'avoir été trop confiante, murmura Françoise, en déposant des fleurs alpines sur le petit mémorial érigé à cet endroit. Elle n'a rien à se faire pardonner, maman. Elle était juste trop pure pour imaginer qu'une telle méchanceté puisse exister. Aujourd'hui, Julien a repris son métier d'enseignant, mais il consacre également du temps à une association qu'il a créée en mémoire de sa sœur. Camille pour toujours aide les familles de personnes disparues en montagne, offre un soutien juridique et psychologique, milite pour une meilleure protection des randonneurs. Sa mère Françoise, bien qu'encore marquée par ses années de souffrance, a retrouvé une certaine sérénité. Savoir ce qui était arrivé à sa fille, comprendre qu'elle n'était pas responsable de sa mort, lui a permis de faire enfin son deuil. La vérité fait mal, dit-elle souvent. Mais l'incertitude fait encore plus mal. L'appartement parisien a retrouvé un peu de lumière. La photographie de Camille trône toujours sur la cheminée, mais son sourire ne semble plus figé dans la douleur. Il rayonne désormais de cette paix que donne la justice rendue. Les montagnes des Écrins continuent d'attirer les randonneurs du monde entier. Mais désormais, le nom de Camille Dubois est gravé non seulement dans la pierre d'un mémorial, mais aussi dans les mémoires et les cœurs de tous ceux qui refusent que l'injustice triomphe. Car au-delà du drame personnel qu'a vécu la famille Dubois, cette affaire a rappelé une vérité fondamentale. La persévérance et l'amour peuvent venir à bout des pires machinations. La voix de Camille, étouffée pendant 8 ans, a finalement pu se faire entendre, portée par la détermination d'un frère qui a refusé l'oubli.
Son histoire nous rappelle que derrière chaque disparition se cache une famille déchirée, des proches qui attendent des réponses, des êtres humains qui méritent respect et vérité. Elle nous enseigne aussi que parfois, il faut des années pour que la justice triomphe, mais que cette attente, si douloureuse soit-elle, peut mener à la paix. Aujourd'hui, quand Julien lève les yeux vers les sommets enneigés, il ne voit plus seulement le lieu du drame. Il voit aussi un symbole d'élévation, de dépassement, cette force qui poussait Camille vers les hauteurs et qui, finalement, l'a menée vers la lumière éternelle. Elle, écho de sa voix, résonne encore dans ces vallées, porteur d'un message d'espoir pour toutes les familles qui cherchent leurs proches disparus. N'abandonnez jamais, car la vérité finit toujours par triompher, même si elle doit d'abord traverser les neiges éternelles du silence et de l'oubli. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer en vous cette corde sensible qui nous relie tous dans notre humanité commune, n'hésitez pas à la partager. Laissez-nous vos commentaires, vos réflexions, vos propres expériences. Car c'est ensemble, en brisant le silence, en refusant l'indifférence, que nous pouvons espérer éviter que de nouveaux drames comme celui de Camille ne se reproduisent. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre d'autres histoires vraies qui explorent les méandres de l'âme humaine, ses abîmes, mais aussi sa capacité de résilience et d'amour. Et surtout, n'oubliez jamais, derrière chaque fait divers se cache une histoire humaine qui mérite d'être entendue, comprise, respectée.